À la une de ces 13 heures, aujourd'hui 5 août, il y a de cela 57 ans, à pareille heure, la Haute-Volta indépendante était en liesse. Un discours proclamé par le président Maurice Yamyogo qui venait de réussir un coup de maître libérateur des hommes intègres, ce qui fait de lui le premier président de la Haute-Volta actuelle Burkina Faso. Un coup d'histoire dans cette édition. Et puis on les croyait vaincus, mais non, ils sont toujours là. Les chenilles continuent de détruire les champs de la Bougriba malgré les montagnes de boîtes de pesticides que l'on retrouve sur la place du marché. Mais attention, ces produits chimiques sont toxiques. La chasse aux pesticides non homologués est ouverte et on en parle avec le directeur de la protection des végétaux et du conditionnement, M. Moussa Ouattara. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Mesdames et messieurs, le journal. La Haute-Volta indépendante, c'était le 5 août 1961, vendredi. Il y a de cela 57 ans, le discours proclamé par Maurice Yamyogo, premier président de la Haute-Volta. Aujourd'hui, Burkina Faso, en ce jour anniversaire qui rappelle les luttes acharnées pour sortir les hommes intègres de la joute coloniale. Retour sur les événements, un cours d'histoire que nous relatent Roger Bembamba et Frédéric Etienne Vassenga. Au nom du droit naturel de l'homme à la liberté, à l'égalité et à la fraternité. Que de péripéties avant cette proclamation d'indépendance en 1960. L'un des faits marquants dans le cheminement de la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso vers l'indépendance, est incontestablement la déclaration du général de Gaulle à Brazzaville pendant la Deuxième Guerre mondiale. Dans cette déclaration tendant à libérer la France à partir de l'Afrique, le général fait beaucoup de promesses aux Africains. Après la Seconde Guerre mondiale, la France décide donc d'associer les Africains à la gestion du pouvoir en créant un système de double collège. Une décision qui favorise l'éclosion de grands hommes politiques comme Félix Houphouët-Boigny et Léopold Sédar Senghor qui vont siéger à l'Assemblée nationale française. Une période qui marque également une nouvelle ère en Haute-Volta. C'est une période qui correspond à la naissance de ce qui va être un des premiers partis politiques de la sous-région d'Union voltaïque. Et on sait qu'après la Seconde Guerre mondiale, la Haute-Volta n'existait pas. Il faut attendre un an après, ou deux, 1947, pour que la Haute-Volta soit reconstituée. Donc, on a l'Union pour la défense des intérêts de la Haute-Volta qui est créée et qui réclame déjà la reconstitution de la colonie de la Haute-Volta. C'est dans ce cadre-là qu'on peut situer les débuts de la prise en main des affaires des voltaïques de façon démocratique sur leurs propres affaires. Après la reconstitution de la Haute-Volta en 1947, plusieurs partis sont créés. L'Union voltaïque, le RDA, le PRA, pour ne citer que cela, animent la vie politique. En 1956, l'adoption de la loi cadre vient booster la lutte pour l'émancipation. À partir de cette loi, les différents territoires français en Afrique ont le droit de mettre en place leur gouvernement. En Haute-Volta, Ouézin Coulibaly du RDA mène la coalition politique qui applique la loi cadre et en 1957, il en est le premier président. Une présidence qui va très vite connaître des remous dus aux intrigues politiques. Il y a une crise de défiance du gouvernement de Ouézin Coulibaly. Parce qu'au sein de l'Assemblée territoriale, il est mis en minorité. Il est mis en minorité et les membres de l'Assemblée territoriale refusent de voter le budget de 1958, le budget qui doit venir. Donc il y a déjà un premier blocage au niveau de l'exécution de la loi cadre. C'est la première fois dans tout le système politique français de l'application de la décentralisation qu'il y a une crise pareille. Elle est politique, elle est purement politique. Les intrigues politiques, tout simplement. Et c'est à partir de cette crise que Maurice Yamyogo va manœuvrer politiquement, s'entend, pour parvenir à la tête du système politique en Haute-Volta du RDA. Donc, pour dénouer cette crise, Ouézin Coulibaly va prendre langue donc avec le MDV, mouvement dans lequel militait Maurice Yamyogo. Et une des conditions, c'était que les députés à l'Assemblée territoriale appartenant au MDV rejoignent la majorité
le RDA, la majorité formée par Ouezin Coulibaly. Et Maurice accepte, et c'est comme ça que la crise est débloquée. Du coup, il a accès à un haut poste de responsabilité, pratiquement le numéro 2 après Ouezin Coulibaly. Après la mort de Ouezin Coulibaly, Maurice Siamiogo est propulsé à la présidence du gouvernement. Une présidence qu'il travaille à consolider en affirmant son nom catégorique à la monarchie qui, selon lui, tentait de s'immiscer dans les affaires de la République. Il conduit également la campagne du oui à la constitution proposée par le général de Gaulle en 1958. Le 11 décembre de la même année, l'Assemblée territoriale proclame la République. Le reste de l'histoire, vous la connaissez. Suite de ce journal, on parle à présent sécurité. Et en la matière, vous le savez, tout commence par les hommes, le matériel et des infrastructures de qualité. Avec le soutien financier de la société minière Bissagold, dans 3 mois, le commissariat de Sapsé fera peau neuve. Et c'est le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, qui a donné le ton hier pour le début des travaux de construction de ce commissariat de police. D'Ilarien, Vincent Kendrebeogo. Commissariat de Sapsé. Construit par les CDR sous la Révolution, l'état actuel du bâtiment se passe de tout commentaire. Ce vendredi 4 août, le ministre d'État, ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, accompagné de son collègue de l'administration territoriale, lance les travaux de construction de nouvelles infrastructures pour cette station de la police nationale. Lorsqu'on parle de maillage de nos forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire national, ce que nous venons de faire entre en droite ligne de cette politique, et surtout que les gens ont compris qu'il ne faut pas compter tout sur l'État. Il faut que les collectivités territoriales libèrent des initiatives audacieuses, comme ça a été le cas ici, pour travailler avec d'autres partenaires. C'est la société minière Bissagold, installée dans cette commune rurale, qui finance les travaux à coût de 48 millions de francs CFA. À terme, c'est un commissariat conforme aux normes du département de la sécurité qui sera érigé. La mine, en tout cas en concertation avec les autorités locales et nationales, a décidé en tant que société citoyenne d'apporter en tout cas son concours pour la réalisation en tout cas de l'infrastructure, le commissariat de Sapsé, parce que vu l'état dégradé vraiment de cette infrastructure-là, ça ne rehaussait pas l'image en tout cas de la localité d'abord et de la Bissagold en tant que société qui se retrouve justement, qui intervient dans cette zone. Les populations locales ont contribué dans la collecte des matériaux de construction et Simon Compaoré promet de renforcer l'effectif des policiers en service à Sapsé. Les témoins de cette pose de la première pierre se sont donné rendez-vous dans 3 mois pour inaugurer le nouveau commissariat. Les travaux de la mission conjointe gouvernement-Banque mondiale se sont aussi achevés hier à Ouagadougou. Il était question de la revue à mi-parcours des activités du PAPSA, le projet d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire. Ce projet arrive à terme fin juin 2018, mais déjà l'on s'y réjouit des résultats engrangés. Le point avec Paul-David Bambara et Kadi Sanogo. Le projet d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire PAPSA a été initié en 2009 par le gouvernement burkinabé avec l'appui de la Banque mondiale. Cette revue à mi-parcours a permis aux participants d'analyser les résultats et les performances globales du projet au cours de l'année 2017 et d'effectuer des visites terrain des réalisations du PAPSA. Les échanges ont aussi porté sur des thématiques spécifiques, notamment l'embauche, le suivi et évaluation, l'aménagement des périmètres irrigués et la pisciculture. Ce qui a marché, c'est déjà au niveau des bénéficiaires. Il y a eu un renforcement des capacités dans la gestion communautaire des réalisations. Et il y a aussi l'appui que le projet a apporté aux services techniques pour assurer un dispositif de suivi et évaluation. Les petits producteurs ont pu mobiliser plus de 700 millions de francs CFA, seulement basé sur ce principe en utilisant leur récolte comme garantie au niveau des institutions de microfinance. Et cela les a permis de mener plusieurs activités génératrices de revenus. Et cela a encore augmenté donc leur capacité à pouvoir résister aux différents chocs. Des recommandations ont été formulées par les parties prenantes
pour la suite de la mise en œuvre du projet qui devrait prendre fin en juin 2018. Une prorogation a été envisagée jusqu'en 2020 en vue de meilleures performances pour atteindre les objectifs assignés au PAPSA. Je vous invite en milieu rural, précisément dans la Bougouriba. La campagne agricole bat son plein avec une fréquence des pluies relativement bonne, mais les récentes attaques des chenilles continuent de troubler le sommeil de certains producteurs. Dans la commune de Dolo, par exemple, des champs de maïs ont été dévastés par des chenilles qui se nourrissent essentiellement de feuilles de ces cultures. Et pire, ces ravageuses résistent parfois aux pesticides, les produits phytosanitaires recommandés. Suivons. Pas de réelle inquiétude vue de l'extérieur. Et pourtant, cette physionomie n'est qu'apparente. Ce champ de maïs, presque à l'étape de floraison, est bel et bien victime d'attaques de chenilles. Malgré le traitement, la ravageuse est toujours là. Et on a fait le premier traitement, mais malheureusement, le produit n'a pas résisté. Les insectes résistent toujours au traitement. Vous voyez le monsieur qui est là. Bon, lui, il est en train de pomper pour voir encore si on pourra sauver la situation. Et le produit n'est pas à la portée d'un paysan. Le litre vous fait 9 000 francs à la place du marché. Pour minimiser les dégâts, certains producteurs ont eu le soutien des services techniques de l'agriculture, des conseils et une dotation en produits phytosanitaires. Des efforts certes, mais insuffisants pour sauver les champs en souffrance. Les chenilles sont apparues au moment de la sécheresse et on a interpellé la direction régionale qui nous ont donné un certain nombre de produits de traitement dont le producteur en question même a bénéficié un peu de ce produit, mais comme c'était insuffisant, lui-même il allait payer au marché pour compléter. Voilà, sinon c'est pas ici seulement, à Dolo il y a presque dans tous les villages il y a des attaques de ces chenilles-là. Espérant combattre le mal, Siekam a détruit ses premières cultures pour reprendre à nouveau, mais peine perdue. J'ai traité, ça n'a pas marché. Bon, j'ai essayé d'arracher tout. Et puis maintenant, j'ai ressemé d'autres. Bon, jusqu'à présent, ça n'a pas parti. Ça recommence encore sur les petits. Voilà, ici, bon, ça a recommencé encore. Voilà, ça a recommencé jusqu'à présent. Que faire face à cette invasion de chenilles? Et si la situation perdure, il y aura baisse de productivité cette année. Une inquiétude partagée par les agriculteurs de la région du Sud-Ouest. Des attaques certes, mais attention aux produits utilisés. Des pesticides non homologués qui sont malheureusement utilisés aux fins de production agricole. Triste réalité à laquelle la Direction générale des productions végétales tente d'y faire face. Des missions de contrôle sont actuellement en cours sur toute l'étendue du territoire national avec l'appui des forces de sécurité. Suivons. Chaque saison pluvieuse rime désormais avec la vente des pesticides à la sauvette. Mais d'où viennent ces produits chimiques de tout ordre, souvent non homologués, qui appauvrissent et tuent nos terres? Les marchés sont inondés. Un vrai business pour ces vendeurs et revendeurs de pesticides, majoritairement des herbicides. Certains s'érigent en de véritables appuis conseils au monde paysan. La Direction générale des productions végétales siffle alors la fin de la récréation avec l'appui des forces de sécurité. Ce commerçant de Kokologo épinglé par l'équipe de contrôle dit ne rien savoir sur les textes qui régissent son activité. Je ne sais pas si c'est interdit de vendre ces produits agricoles. Vraiment, je ne sais pas ce qu'on me reproche. Nous sommes en présence du CAP 96 EC. Donc c'est un produit destiné, qui est utilisé sur le coton. C'est des produits qui allaient être utilisés sur des productions maraîchères ou quoi. Donc vous voyez la date de péremption, c'est périmé depuis janvier 2016. Outre les pesticides, les intrants agricoles sont aussi concernés par ce contrôle. Une sortie de vérification d'envergure nationale et de sensibilisation des vendeurs et leurs clients les agriculteurs sur la réglementation en matière de commercialisation et d'utilisation des pesticides
et autres produits agricoles au Burkina. Comme annoncé, nous irons plus en détail sur cette opération de contrôle avec le directeur de la protection des végétaux et du conditionnement, M. Ouattara. Bienvenue. Mais avant d'arriver sur ce sujet, vous l'avez suivi, des attaques de chenilles au niveau de la Bougouriba précisément, à Dolo. Ces chenilles résistent au traitement. Ok, merci bien M. Dianda. Bonjour donc aux téléspectateurs et aux téléspectatrices. Et merci également de nous avoir donné cette opportunité d'échanger, n'est-ce pas, sur la thématique d'abord des pesticides, qui sont des produits phytosanitaires, souvent dangereux, et également sur la thématique, n'est-ce pas, de ces chenilles légionnaires. Alors, d'entrée de jeu, sachez que ces chenilles légionnaires, n'est-ce pas, nous sont venus, n'est-ce pas, depuis le début de cette campagne humide 2017-2018. Il faut aussi noter que c'est un phénomène général qui attaque pratiquement tous les pays de la sous-région. Tous les pays sont attaqués concernés par ces chenilles-là. Au niveau du Burkina, les attaques ont commencé d'abord dans les régions du sud-ouest, les cascades de haut bassin. Et au jour d'aujourd'hui, pratiquement toutes les 13 régions du Burkina sont atteintes à des degrés divers. Mais pourquoi on ne peut pas les éradiquer? Oui, comme vous savez, effectivement, c'est vraiment un nuisible émergent, un ravageur émergent. Donc nous avons donc préconisé un certain nombre de produits. Au jour d'aujourd'hui, donc, avec les institutions de recherche, nous avons donc listé un certain nombre de produits qui sont efficaces contre cette chenille-là. Et la liste, je pense que nous l'avons transmise, n'est-ce pas, au niveau des directions régionales pour diffusion. Il s'agit d'abord du Pyrical EC, UL. Il s'agit également du Titan, qui est également efficace, et Comac 19 qui est efficace. Les autres produits, effectivement, on constate qu'au niveau rural, les producteurs utilisent d'autres produits qui ne sont pas homologués ni encore adaptés contre la chenille. Justement, pour les produits homologués, vous étiez en guerre récemment contre ces produits-là, avec une sortie. Quel bilan? Oui, disons effectivement que cette sortie fait suite, n'est-ce pas, à la première sortie pilote que nous avons fait en 2015, précisément dans la région des Hauts-Bassins. Donc, depuis lors, au niveau du département de l'agriculture, alors nous nous sommes dotés d'un national pour, n'est-ce pas, rendre ces contrôles réguliers et continus. Alors, ça fait donc que pour cette année 2017, nous avons commencé d'abord par 4 régions, notamment celles du centre-ouest, du centre-sud, du centre-est et l'est. Notons que ces contrôles seront menés dans toutes les régions, y compris celles même que nous avons déjà visitées. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée sur la quantité de produits saisis? Oui, disons que en termes de quantité, après le rapport provisoire nous fait ressortir environ 15 tonnes de produits non homologués saisis et retirés, n'est-ce pas, des marchés sécurisés actuellement dans nos magasins. Et nous avons également échantillonné près de 46 000 kg d'engrais. C'est également le contrôle porté sur les engrais par rapport à la qualité et sur également les pesticides. Donc c'était vraiment un contrôle conjoint par rapport aux intrants agricoles. Alors, disons qu'au-delà, n'est-ce pas, des résultats qui sont soit un peu faibles, et au-delà vraiment de nos espérances, c'est le fait même de sortir, le fait que les contrebandiers, le fait que les acteurs sachent que maintenant l'autorité va sévir. C'est vraiment la portée que nous voulons faire comprendre, n'est-ce pas, à travers l'espace de contrôle, que nous voulons continuer et régulier. Quand on voit la quantité de pesticides sur la place du marché, 15 tonnes saisies, est-ce que la moisson n'a pas été maigre? Oui, comme je le disais, la moisson a été certes maigre, mais comme je le disais, c'est le fait d'avoir mené ces contrôles et que nous allons le faire d'aventure dans toutes les régions et durant toute la période hivernale et même durant la campagne sèche. L'opération est-elle ponctuelle ou ça va se poursuivre? Puisque c'est la première opération, c'était en 2015, on attend 2017 pour notre opération. Alors, c'est vrai qu'effectivement, on a attendu un peu très longtemps après la première opération de 2015, mais je puisse vous assurer qu'aujourd'hui, des dispositions sont prises au niveau, n'est-ce pas, du ministère et au niveau également de la Direction générale des productions végétales pour que ces contrôles soient continus durant toute l'année et sur l'ensemble des 13 régions. Et je m'en vais vous dire qu'effectivement, par rapport à ça, nous avons une collaboration ou une coopération avec les forces de défense et de sécurité qui nous accompagnent, n'est-ce pas, au cours de ce contrôle-là. Et c'est le lieu pour moi ici vraiment de les saluer vraiment pour cet accompagnement, pour cet appui. Parce que vous savez que le domaine des pesticides, c'est un domaine qui est très sensible. Comme le reporter le disait, c'est un domaine assez lucratif, qui nourrit son homme. Ça fait que tout le monde veut exercer dans le domaine des pesticides. Les pesticides, un cancer pour le Burkina, ça tue. Les sols, vous l'avez suivi dans le reportage. Oui. Mais aujourd'hui, on le sait, les producteurs disent qu'ils ne connaissent pas les textes.
Et que dit la réglementation en la matière? Alors, c'est vrai. Disons que le Burkina Faso, depuis bientôt 2 décennies, donc, nous avons donc un arsenal de textes juridiques et réglementaires qui régissent le domaine de l'importation, du commerce et de l'utilisation des pesticides au niveau national. La première loi, celle de 1996, c'est la loi 041 de novembre 1996 qui instituait un contrôle, qui avait donc 2 textes d'application, notamment le décret présidentiel 472 qui institue donc la commission de contrôle des pesticides au niveau du Burkina Faso. Il y avait également un décret présidentiel 679 qui institue, n'est-ce pas, les agréments que doivent prendre les importateurs avant d'exercer. Aujourd'hui, nous sommes allés un peu plus loin, n'est-ce pas, parce que cette loi, effectivement, avait des limites, avait même des insuffisances. Alors, donc, nous avons, si vous avez suivi, depuis donc, le 15 mai 2017, il y a une nouvelle loi portant contrôle des pesticides au Burkina Faso qui a été, n'est-ce pas, votée par l'Assemblée et qui est même promulguée par son Excellence, Monsieur le Président de Faso, le 9 juin dernier. Alors, c'est dit qu'à partir, n'est-ce pas, de ces dispositions-là, nous allons être plus présents sur le terrain. Parce qu'effectivement, la législation maintenant nous accorde maintenant une grande flexibilité dans nos mouvements. Et les innovations de cette nouvelle loi, on peut en citer 2. Alors, il y a d'abord le fait que cette nouvelle loi, la loi donc, numéro 026 de 2017, prévoit des espaces de contrôle à tous les stades de vie des pesticides. C'est-à-dire depuis la production, l'importation, la distribution, la vente en gros et en détail, la prestation, la destruction et la publicité. Ces 2 aspects n'étaient pas encore pris en compte dans l'ancienne loi, à savoir la destruction et la publicité. Vous voyez généralement dans les radios locales, dans les télévisions privées de phare nationale, sur les pancartes un peu en ville, vous voyez la publicité sur les pesticides. Ce n'est pas normal. Il y a une instance qui est la Commission nationale de contrôle des pesticides, qui est seule habilitée, n'est-ce pas, à légiférer, n'est-ce pas, sur ce qui doit passer au niveau de la communication. Cette dernière question, vous l'avez dit, presque près de 15 tonnes de pesticides, des herbicides et des engrais saisis. Et quelle sera leur destination? Alors, comme je le disais tantôt, ces pesticides donc, sont actuellement convoyés dans les magasins centraux au niveau du ministère. Nous sommes en train de prendre des contacts avec la SAFITO, qui est la seule structure habilitée de nos jours, n'est-ce pas, pour détruire ces produits-là. Mais c'est des produits qui sont très dangereux. Pour les détruire, il faut des températures extrêmement élevées, de plus de 1000 degrés. Donc c'est la SAFITO vraiment qui est la seule structure aujourd'hui capable, n'est-ce pas, de détruire ces pesticides. Et nous sommes en pourparlers, n'est-ce pas, pour pouvoir convoyer ces produits là-bas. Merci, Monsieur Moussa Ouattara. Je rappelle que vous êtes le directeur de la protection des végétaux et du conditionnement. Mais, Monsieur le directeur, restez avec nous pour la suite de ce journal. Hier vendredi, le service d'information du gouvernement a convié les organisations de la société civile, ici même à Ouagadougou, pour un cadre de dialogue direct, une initiative pour améliorer la communication entre le gouvernement et les OSC. Souleymane Sanou, Nyakiteda. Un cadre de dialogue direct entre le ministère de la Communication et les organisations de la société civile. Objectif, permettre aux OSC de s'imprégner sur les actions entreprises par le gouvernement burkinabé en matière de communication. Ce cadre initié par le service d'information du gouvernement SIG intervient dans un contexte où l'actualité nationale est marquée par de nombreuses contestations à répétition. Nous avons le sentiment qu'un certain nombre d'acteurs, notamment des OSC, n'ont pas suffisamment connaissance de ce SIG-là, ne sont pas suffisamment à relais avec lui. Donc nous avons besoin de les rencontrer, de leur donner la possibilité de pouvoir puiser dans l'information gouvernementale. Il ne s'agit nullement de contraindre les uns et les autres. Non, nous sommes dans un pays où la liberté d'expression et d'opinion est garantie. Nous aimerions aussi que l'information gouvernementale soit prise en compte, que lorsqu'une question est posée, qu'un certain nombre de réflexes amènent à chercher immédiatement la réponse au niveau du site du SIG pour qu'ensuite les uns et les autres puissent faire les commentaires. Ce sont plusieurs organisations et associations ainsi que des représentants des différentes administrations nationales qui prennent part à ce cadre d'échange. En nous invitant ce matin pour cet échange, nous pensons que si effectivement le contenu de la rencontre a un intérêt particulier pour et le gouvernement, et pour l'État, et pour les associations, nous sommes vraiment prêts à contribuer. Gérer un pays, c'est aussi gérer la diversité des pensées. Au sortir de cette rencontre, les suggestions et les recommandations recueillies de part et d'autre devront nettement améliorer le contact entre OSC et gouvernement en matière de communication, foi des participants.
En bref, hors de chez nous, élection au Rwanda, le président sortant Paul Kagame rebelote. Une large victoire sans surprise pour celui qui dirige le pays depuis 23 ans. Son nouveau score est de 98% pour un troisième mandat de 7 ans. Ses partisans célèbrent depuis hier cette victoire. Pour eux, Kagame est un visionnaire qui a su relever le pays après le génocide. Faux, rétorque ses rivaux, deux autres candidats qui n'ont pas fait du poids devant Paul Kagame. Et puis, c'est un secret de Polichinelle. Washington se retire officiellement de l'accord de Paris sur le climat. Confirmation du département d'État américain hier par écrit auprès des Nations Unies. Suivons. Washington se retire officiellement de l'accord de Paris sur le climat. Ce vendredi, le département d'État américain a confirmé par écrit sa décision auprès des Nations Unies. Donald Trump laisse cependant la porte ouverte aux négociations si de nouveaux termes plus favorables aux intérêts de son pays venaient à être négociés. Les États-Unis ont précisé qu'ils allaient continuer à participer aux réunions de l'ONU sur le réchauffement climatique pendant le processus de retrait qui devrait durer 3 ans. Une délégation se rendra à la prochaine conférence annuelle, la COP23, qui se tiendra à Bonn, en Allemagne, au mois de novembre. D'ici la fin du siècle, 2 Européens sur 3 devraient être touchés par les phénomènes extrêmes liés au réchauffement climatique, d'après une étude publiée ce vendredi dans la revue médicale The Lancet. Un mot de sport avant de prendre congé de vous. Aujourd'hui, au stade du 4 août, se dispute la finale de la 30e Coupe du Faso. Une affiche entre l'étoile filante de Ouagadougou, l'équipe la plus titrée avec 12 victoires, et l'Union sportive des forces armées, USFA, 3 victoires. Les enjeux de cette finale avec Salifou Ouedraogo, Lassina Sawadogo, sur les images de Constantine Koulibaly. Cela fait 18 ans qu'elles ne se sont plus rencontrées à ce stade de la compétition. Union sportive des forces armées, étoile filante de Ouagadougou. Des retrouvailles au sommet de la Coupe du Faso. La deuxième meilleure attaque de la 2-1, l'USFA, face à la meilleure défense incarnée par le faux, avec seulement 15 buts encaissés tout au long de la saison. Une opposition atypique et les différents acteurs s'attellent à être à la hauteur de cette rencontre aussi importante dans le palmarès du football burkinabé. C'est vrai que c'est une coupe, elle est un peu différente des autres matchs, mais je pense que nous nous préparons bien. Et on a vu le soir jouer à plusieurs reprises, on les a affrontés et c'est juste ça, nous sommes en train de travailler pour quand même avoir le gain du match. En train de peaufiner un peu le dispositif tactique, ça on a travaillé un peu à vite et puis avec des oppositions semi-actives. Et après on a travaillé un peu sur les stratégies du bal arrêté en fonction de ce que l'adversaire nous donne comme opportunité ou comme difficulté. Après ça, tout l'essentiel est mis sur la concentration, un travail psychologique. Le prochain représentant du Burkina en campagne africaine sera connu à l'issue de cette finale. Et après l'échec de 2014, la Reine des Stades tentera de conquérir sa 14e couronne, actuellement sans détentrice. Pendant ce temps, Mousso Ouedraogo et ses boys voudront bien mettre fin à cette histoire d'amour qui existe entre l'étoile filante de Ouagadougou et Dame Coupe du Faso. C'était notre version de l'actualité ce samedi. Merci de votre fidélité. Bon week-end à tous. Je vous retrouve demain à la même heure pour un autre journal.